Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Visite ce vendredi de la vice-secrétaire générale des Nations Unies en Haïti. Amina Mohamed, qui s'est rendue dans les zones affectées par le séisme du 14 août, appelle les Haïtiens à se mettre ensemble afin de reconstruire le pays. L'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, annonce que tout le système des Nations Unies est déjà mobilisé afin de venir en aide aux victimes du séisme du 14 août. Achim Steiner a fait savoir que l'ONU va suivre les directives du gouvernement haïtien. Création par le gouvernement haïtien d'un comité ad hoc chargé d'accompagner la direction de la protection civile dans la gestion de la crise post-séisme. Cette entité est composée d'acteurs politiques, de membres du secteur privé des affaires ainsi que de la société civile. La vice-secrétaire générale des Nations Unies a effectué ce jeudi une brève visite en Haïti. Amina Mohamed, qui rencontrait la presse après son voyage dans le département du Sud, a appelé les Haïtiens à se mettre ensemble pour reconstruire le pays. Elle a exprimé sa solidarité aux populations de cette région suite au tremblement de terre dévastateur du 14 août dernier. La diplomate affirme avoir constaté d'elle-même l'ampleur des dégâts causés par la catastrophe. Amina Mohamed réitère l'engagement de l'ONU à accompagner les Haïtiens en ce moment difficile. During my visit, I have met, of course, with His Excellency the Prime Minister, but also Durant ma visite, j'ai rencontré le Premier ministre et les représentants de la société civile. Et j'ai pu visiter les Cayes, une des zones les plus affectées par le séisme. I witnessed the enormous efforts that have been made by the Haitian authorities under the leadership of the Prime Minister, but also particularly impressed by the work of Kun, which must be empowered to lead a coordinated response. This is leadership that we saw not only here in Port-au-Prince, but also in Les Cayes in the department. J'ai été témoin de ce que les autorités, le leadership du Premier ministre Ariel Henry, ont pu réaliser face aux énormes défis. J'étais particulièrement impressionné par le travail de mener une réponse coordonnée, non seulement au CAI, mais partout dans le pays. This is a moment that we believe that Haitian people come together. We saw C'est un moment pour les Haïtiens de se mettre ensemble in the pour response to the une plus grande cohésion So we believe sociale that this can et turn pour into an aller opportunity de l'avant for building pour back reconstruire. better. We believe that lessons have been learned Et comme le Premier ministre l'a dit, nous avons appris des leçons de 2010 et maintenant nous devons nous concentrer sur les priorités. Et nous avons entendu sur le terrain les réactions des gens et il y a certains écarts, mais nous allons essayer de les combler de concert avec vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Prime Minister. Tout le système des Nations Unies en Haïti est engagé à soutenir le pays suite au séisme qui a sévèrement frappé la péninsule du Sud. C'est ce qu'a fait savoir l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Achim Steiner, qui s'était rendu également dans le Sud, a fait remarquer que l'Organisation mondiale entend agir selon les priorités définies par le gouvernement haïtien. Depuis 2010, il y a une chose qui a changé dans le pays. On a maintenant une coordination nationale. C'est le pays, c'est le gouvernement qui peut informer la communauté internationale sur les priorités du pays dans cette émergence, les priorités pour la reconstruction. Et troisième aussi, un paramètre pour tous les partenaires internationaux, les États, mais aussi les ONG. Ils ont la volonté d'aider le pays. Et en ce moment d'une crise, d'une émergence, besoin d'informations. Ce matin, sur le mapping du centre, on a vu plusieurs points de date qui sont extrêmement les chiffres importants pour guider l'effort
qui est en train d'implémentation maintenant. Et je dois vous dire aussi la question de notre collègue d'Al Jazeera. Je suis allemand. Comme vous savez, on a un désastre en Allemagne aussi, le mois dernier. Dans une période de désastre, les choses ne fonctionnent pas normalement. On avait des défis aussi avec le transport, l'accès. Ce désastre, c'est aussi différent de 2010 parce qu'en 7 ans, c'était un désastre dans le centre du pays de la capitale, urbaine. L'impact, c'était urbain. Cette fois, on trouve les gens dans toute la région. C'est dispersé. Quand on était à la caille ce matin, on a encore des gens qui arrivent aujourd'hui de loin dans l'hôpital parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'arriver dans la ville où il y a le support. Je dois vous dire aussi que tout le système des Nations Unies, avec le World Food Programme, UNICEF, WHO, tout le système humanitaire, mais aussi le PNUD, le développement, le système des Nations Unies dans le pays d'Haïti, sont engagés en ce moment de supporter les efforts du gouvernement avec des emergency supplies, avec des emergency medical teams qui arrivent, sont déjà arrivés, plus va arriver dans les prochains jours parce que ça c'était la priorité du ministère de la Santé et aussi de la coordination opérationnelle. Je veux vous dire, dans cette situation, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ça c'est la réalité dans tous les pays. Mais cette fois, ensemble, on va démontrer qu'on est dans une meilleure position qu'on était 11 ans en avant. Un comité ad hoc composé d'acteurs politiques du secteur privé des affaires ainsi que de la société civile a été créé en vue d'accompagner la direction de la protection civile dans la gestion de la crise post-séisme. Lors d'une réunion spéciale du Conseil permanent de l'OEA ce vendredi, le Premier ministre a révélé que ce comité aura également à superviser la conduite des opérations. Le docteur Ariel Henry en a profité pour demander l'appui de l'organisation hémisphérique dans la gestion de la catastrophe, demande qu'il avait déjà faite la veille aux représentants de la Banque mondiale. L'expert Gaël Pinson déplore l'absence de structures mises en place pour permettre aux bonnes volontés de participer à la réponse au séisme. L'ancien chef pompier a également posé la question de la gestion des corps des victimes en cette période de pandémie. C'est pas dire m'bral un camion, m'bral faire ceci, m'bral faire cela. Non, m'bral un camion. Non, c'est qui jeune pral arriver, qui moun qui a distribué, qui côté le pral aller. Parce que en pile fois bagay yo pas joindre yo, c'est moun qui revend, c'est moun qui volait, c'est moun qui pas besoin de joindre 10 fois, 20 fois et puis gagne pas gon grain fois et puis on mourit. C'est gros des autres, c'est des autres ça pour suspendre. Pourquoi? Il faut mettre les gens à leur place. Chacun son métier. Chacun son métier. Il faut qu'on respecte les professionnels. Il faut que vie en Haïti ait une valeur. Quelle est la valeur d'une vie humaine en Haïti? Son bail grave, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas considéré ça. Moun y a mourir comme bête, il n'y a pas de soin depuis samedi 14. Je dis à 20. Il y a des gens qui ne peuvent pas personne qui ne peut pas rien. Ce n'est pas normal dans un pays comme ça dans le 21e siècle. Et puis il y a des pays qui ont ligne qui peuvent aide. Nous là dans charge à voler, charge à mafia, charge à monde qui peut faire comme ça. Parce qu'il y a des experts dans le ça, c'est dans ça. Tant qu'il y a une catastrophe, nos pays peuvent faire comme ça. Et nous avons souhaité que les gens qui sont en charge soient capables de tirer au minimum de ça, nous dit aussi, ça intéresse pour être capable d'accélérer le processus pour diminuer les pertes en vie humaine, pour diminuer le nombre de handicapés qui peuvent venir dans le pays, qui peuvent venir en poids pour la société. En plus, maintenant, qui ça qui a fait à moi? Il faut problème moi adresser tout. Nous allons parler de lui là, non? Il faut l'adresser. Qui côté est-ce qu'il y a une fausse commune qui fait? Qui est qui charge pour faire? Parce qu'il y a un paquet de côtés, qui commence en putréfaction depuis le 14, gérer les morts. Et il faut mettre dans cette profondeur pour l'eau, elle descend. Il faut choisir un côté pour faire. Deuxième, on va un côté pour chien le gratter pour le manger. Les fins, il faut éviter l'épidémie. Pas bien dans plein Covid là. Qu'on y a là, pour la peste, pour une série de maladies qui viennent greffer sur lui là. Mais même souhaiter que
bon Dieu voyage sur eux que décider ou même comment ça pour faire pas connaître qui ça me dit même c'est avec beaucoup de tristesse beaucoup de peine pas un mot parce que ça fait plus de 25 ans que m'a parlé rien pas fait pourquoi me pas connaître merci donc on t'a souhaité que yo soulagé que joigne le minimum que capable gagner que moun yo capable plus performant que m't'a pensé. Pendant des années, aux environs des années 70, l'industrie d'assemblage, surtout dans le domaine textile, a représenté le fleuron des exportations du pays. Plus de 90% des exportations totales. À l'époque, ils employaient plus de 100 000 ouvriers et c'était vraiment une manne pour Haïti. L'embargo de 90 jusqu'à 93 a totalement détruit cette industrie et elle repart maintenant. Elle a actuellement dans les 70 000 une création d'emplois. Elle continue de représenter à peu près 900 millions de dollars par an. Pour voir un peu le poids de cette industrie actuellement et voir ce que demain nous réserve, nous avons encore une fois avec nous l'économiste William Savary. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir auditeurs, auditrices, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Est-ce que la présentation que je viens de faire est correcte? Elle est correcte, mais j'aimerais additionner une seule chose. Oui. À l'époque, il faut dire que le salaire minimum était de 3,25 $. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce même salaire minimum équivaudrait à peut-être à peu près 500 $. Donc, le salaire minimum n'a pas beaucoup grimpé de l'époque dont on en parle et à aujourd'hui. D'accord. Mais la performance et le travail, effectivement, beaucoup d'emplois avaient été créés et pendant toute cette période. Oui, bon, cela dit, on sait très bien qu'un des gros avantages qui attire les investisseurs en Haïti, c'est précisément le coût de la main-d'œuvre qui est très faible. Bon, le coût de la main-d'œuvre, c'est une chose, mais en dehors du coût de la main-d'œuvre, il y a surtout les lois qui sont favorables. Parce qu'aux États-Unis, ils ont voté des lois récemment, la loi HOPE et la loi HELP, qui représentent des avantages qui ont été octroyés aux entrepreneurs américains qui veulent s'engager en Haïti et aux entrepreneurs haïtiens qui veulent en profiter du marché américain et fournir des services et des marchandises. C'est ça. Donc, des win-win type of relationship. Une situation gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Donc il y a les lois qui sont vraiment d'une importance capitale parce que c'est ce qui encourage les investisseurs à vraiment s'engager. Parce que là, parce que dans le commerce, il y a un élément important en dehors de la confiance, c'est la certitude. Donc avec les lois, il y a la certitude qui est créée que les gens peuvent aisément venir en Haïti, faire manufacturer leurs marchandises et les exporter vers les États-Unis, indépendamment du système fiscal, indépendamment des impôts, etc. D'autant plus que les lois HOPE et HELP viennent d'être renouvelées jusqu'au 30 septembre 2025. Effectivement. Maintenant, ce qui est amusant dans cette dynamique, c'est que la loi HOPE et la loi HELP créent deux types d'entrepreneurs. Il y a les types d'entrepreneurs financiers, il y a les types d'entrepreneurs stratégiques. Les types d'entrepreneurs financiers, ce sont les gars qui viennent en Haïti et investissent sur le court terme, l'exercice fiscal. Faire un coup. Les investisseurs stratégiques, ce sont des gens qui viennent pour le long terme, qui veulent établir des relations, qui octroient des contrats, qui reçoivent des contrats à long terme et qui octroient également des sous-contrats à long terme. Donc, la loi HOPE et la loi HELP donnent aux entrepreneurs haïtiens un choix stratégique. Est-ce qu'ils vont choisir de faire les affaires avec les entrepreneurs financiers de l'Amérique ou ailleurs, ou est-ce qu'ils vont pouvoir négocier des contrats stratégiques avec les entrepreneurs stratégiques? Donc, c'est très important de signaler ceci. Très bien. Enfin, je crois que ce qu'il est important de noter, c'est que ces lois HELP et HOPE
sont à l'avantage des deux parties. Absolument. C'est à l'avantage des États-Unis, c'est aussi à l'avantage d'Haïti. Oui, parce qu'en Haïti, ça vous permet d'exporter vers les États-Unis et vos produits sont exemptés des droits de douane. Bien et sûr, ça c'est le gros avantage. Ça, c'est le gros avantage. Exemption totale de droits de douane, oui. Et les conditions imposées ne sont pas très méchantes, hein. Bon, écoutez, les États-Unis doivent normalement protéger aussi l'industrie chez elles. Oui. Bon, même si les États-Unis vous octroient des avantages, elle doit aussi garder les yeux sur son électorat, sur ses votes, sur son entreprise de textile. Oui. Et ces lois, en vertu de la balance que les États-Unis essaient d'établir, il y a l'industrie du textile, donc ce que nous fabriquons, ce que nous assemblons plutôt en Haïti, c'est surtout assemblé à partir de matériel américain. Donc oui, ça, la on loi, peut pas c'est ça. Et gagnant-gagnant. La loi Hope, je crois, place la barre à 50%. Il faut que 50% des produits qui rentrent dans le produit fini soient des produits américains en provenance des États-Unis, ce qui n'est pas une exigence faramineuse. Il faut dire aussi que c'est pas seulement pour le textile, ça aussi pour l'automobile. Par exemple, au Mexique, il exige que une partie des pièces qui rentrent dans la fabrication de voitures exportées vers les États-Unis soient des pièces américaines. Donc, ils vous donnent des avantages, mais ils doivent aussi se protéger. Ce qui est normal. Ouais. Ce qui est normal, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Maintenant, revenons à notre sujet initial. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette industrie d'assemblage en Haïti? Comment sont les perspectives? Mais l'avenir, pour que cette industrie soit performante en Haïti, les entrepreneurs haïtiens ont besoin de beaucoup de crédit. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une politique monétaire qui est favorable aux entrepreneurs, enfin, favorable aux entrepreneurs du pays. Donc, et à l'intérieur de ce groupe d'entrepreneurs, tous les entrepreneurs vont en bénéficier, mais particulièrement ceux qui sont dans l'industrie du textile. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'une part d'espace de production. Et les espaces de production, ça coûte beaucoup. Et le gouvernement haïtien a été sage à établir ce qu'on appelle des parcs industriels. Et à l'intérieur des parcs industriels qui sont loués aux entrepreneurs haïtiens, et les loyers ne sont pas très chers. Donc, ce qui permet aux entrepreneurs haïtiens d'être actifs et de pouvoir étendre leur production. Donc, et ça, c'est important parce que la marge de profit au niveau de l'industrie de l'assemblage, elle n'est pas énorme. Elle est très faible. Oui. Et pour qu'il y ait expansion, pour gagner de grandes fortunes, il faut l'expansion de la production ou de l'assemblage. Il faut le volume. Il faut le volume. Donc, et le volume, c'est avec les capacités de production, les infrastructures de production qu'on peut les avoir. Donc, on a intérêt pour encourager nos entrepreneurs à leur donner accès à des capitaux, ou bien leur permettre l'accès à des capitaux à travers les taux d'intérêt, soit subventionnés, soit très bas, ou au niveau des politiques monétaires qui permettraient aux banques d'avancer, de faire des prêts favorables aux entrepreneurs. Donc l'avenir de cette entreprise a besoin premièrement d'une politique monétaire favorable, a besoin d'infrastructures favorables, donc d'où le rôle de l'État, parce que l'infrastructure coûte cher et ça ne rapporte pas beaucoup. Donc ce sont des risques souverains. Donc l'État assume ces risques. Donc une fois que nous avons ça, nous avons besoin d'entrepreneurs qui sont habilités à avoir la communication entre entrepreneurs haïtiens, entrepreneurs américains, ou français, ou canadiens, ou étrangers, qui parlent le même langage pour les recruter et les encourager à venir investir chez nous. Il faut également des gens qui partiraient en Asie et encourager les Asiatiques qui sont engagés dans le business de l'assemblage de venir s'implanter en Haïti. Oui, parce que les Asiatiques, que ce soit le Vietnam, le Cambodge, le Bangladesh, sont nos principaux concurrents aujourd'hui. Absolument. Sans oublier la Chine, évidemment. Alors, c'est un très bon point. Pourquoi? Parce que il faut regarder l'industrie du textile comme dans l'agrégat.
Parce que le gars qui fabrique en Haïti, son concurrent, effectivement, n'est pas en Haïti. Son concurrent est en Bangladesh. Et si les coûts de production à Bangladesh, alors quand on parle de coûts de production, il n'y a pas seulement le travail, le coût du travail. Il y a le coût de l'infrastructure, il y a le coût de l'électricité, il y a le coût du transport, et il y a le coût de la sécurité, il y a tout ça, c'est un package deal. Et quoique Haïti, le coût du travail peut être beaucoup moindre que le coût du travail ailleurs, ou égal, mais il y a les autres coûts qui additionnent et qui peuvent... Donc il y a un travail, il y a une réflexion fondamentale et stratégique à faire en ce qui concerne ce qu'on offre comme package aux entrepreneurs haïtiens d'une part et aux entrepreneurs qui veulent s'intéresser à se servir de nos facilités pour manufacturer en Haïti. Et il est certain que le climat d'insécurité qui règne aujourd'hui est probablement un des obstacles les plus rédhibitoires, sans compter aussi les tracasseries douanières, sans compter la législation pour créer une société en Haïti, ça prend tout ça joue en notre défaveur. Ça fait partie de l'infrastructure qu'il faut. Voilà. Oui, absolument. Mais à côté de ça, nous avons pas mal de parcs industriels, nous avons l'avantage de la proximité géographique au marché principal. Avec le marché principal aux États-Unis. Il y a les lois Hope, le coût de la main-d'œuvre qui reste faible. Bon, ça, c'est pas à l'avantage de l'ouvrier, bien entendu, mais c'est peut-être à l'avantage du pays, je ne sais pas. Non, maintenant, c'est un débat. Il y a gagnant-gagnant, parce que le salaire minimum ne devrait pas être le déterminant. Parce qu'en dehors du salaire minimum, il y a les coûts sociaux. Il y a les contributions qui sont versées à l'ONA, à l'OFATMA. Donc, le salaire minimum, le salaire minimum peut être bas, mais dans la mesure où les coûts sociaux sont payés, sont versés, dans le long terme, l'ouvrier, il y a moyen pour l'ouvrier de s'en sortir. Magnifique. Et aussi, l'ouvrier le plus performant qu'il est, le plus l'entrepreneur est habilité à recruter, à renégocier d'autres contrats. Parce que la marge du profit peut être minime. Mais si de reliability. Oui, bon, ça ne me vient pas. Mais si le patron peut compter sur l'ouvrier, voilà. Donc la confiance dans le travail, dans la performance de l'ouvrier, il peut toujours partir et négocier les contrats, et parce que les contrats qui sont octroyés avec des dates de sursis. Ah oui. Donc, et sans les dates de sursis, avec les dates de sursis, on ne joue pas avec. Non. Et c'est ce qui détermine si oui ou non les gens viennent. D'accord. Donc, c'est un des déterminants. William Savary, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire que la réputation justifiée de l'ouvrier haïtien est excellente, que ce soit par ses qualités en tant que travailleur, que ce soit par son sérieux dans le travail? Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que l'ouvrier haïtien est exceptionnel. C'est même pas discutable, parce qu'on n'a qu'à visiter la manufacture pour voir avec quelle adresse, l'adresse qu'ils y mettent. C'est extraordinaire. Non seulement que les ouvriers sont consciencieux, ils veulent travailler, ils sont performants, mais aussi ils apportent un savoir-faire à partir de leur expérience. Ils proposent au patron ce qu'il faudrait faire pour rendre la manufacture beaucoup plus performante. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on me raconte, c'est du vécu, parce que j'ai visité beaucoup des entreprises en Haïti, beaucoup des firmes d'assemblage, et j'ai parlé à plusieurs des ouvriers. Je suis très proche, j'entretiens des conversations de façon régulière avec les syndicats. Donc c'est vraiment... C'est même pas discutable. D'accord. Non, mais c'est un point qu'il faut faire remarquer. Pour une fois qu'on dit du bien d'un secteur en Haïti, il faut faire mousser tout ça. Bon, donc en conclusion, William, il faut donc souhaiter que cette industrie continue de progresser et passe de 70 000 ouvriers aujourd'hui à 100 000 demain, 150 000, etc., jusqu'à arriver. Certains disent que les capacités pourraient aller jusqu'à 500 000 emplois. Il y a deux choses qu'il faut, fondamentalement. Premièrement, il faut les entrepreneurs. Et deuxièmement, il faut recruter les hommes d'affaires qui veulent contracter le service en Haïti. Il faut les recruter correctement. Et les entrepreneurs, en général... On devrait avoir ce qu'on appelle des incubators.
Incubateur où on forme les gens qui peuvent devenir les entrepreneurs de demain et qui peuvent avoir accès au capital pour étendre cette entreprise. Et sans ça, vous allez toujours avoir les mêmes familles qui sont impliquées dans la manufacture. Il faut diversifier, il faut créer d'autres entrepreneurs. Et créer un entrepreneur, c'est pas quelque chose de difficile parce que personne n'est né entrepreneur. Ça s'apprend. C'est un savoir-faire qui s'apprend et qui se passe de père en fils, de génération en génération. Ça se perpétue. Donc, il faut créer les incubateurs pour qu'on puisse avoir les entrepreneurs nécessaires qui vont élargir l'assiette. Absolument. Très bien. Bon, eh bien, pour conclure, et comme d'habitude, un petit mot, quelle est la tendance de la bourse ces derniers jours? Bon, la tendance de la bourse est encore à la hausse, parce qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Premièrement, il y avait un petit hiccup, parce qu'au niveau de la Federal Reserve, il y a ce qu'on appelle le quantitative easing. La Fed achète des obligations du marché en fait, pour mettre de la pression sur le taux d'intérêt à la baisse. Okay? Donc la Fed avait signalé pendant cette semaine, toute cette semaine, qu'elle allait plus ou moins se retirer ou ralentir son implication dans l'acquisition des bons sur les taux d'intérêt, qui affectent les taux d'intérêt. Il y a aussi le leading indicator qui est le retail sale. Et qui avait connu une chute. L'indice des coûts à la consommation, qui avait connu une chute. Donc, ces deux éléments ont, au cours de la semaine, très tôt de la semaine, affecté le marché un petit peu. Donc, et maintenant, il y a la chose, les événements de l'Afghanistan qui avaient appliqué un petit peu de pression, mais la fin de la semaine, le marché s'est stabilisé et beaucoup de titres ont repris leur valeur. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Donc, la tendance est encore à la hausse. Donc, nous avons il y a les titres de Walmart qui ont bien performé, qui a connu une hausse d'1,45 $ aujourd'hui et qui se négocie dans 150 et 160. Et pour l'année, Walmart a performé de à peu près 20% à date. Les titres de Target, bon, pourquoi j'ai choisi ces deux-là? C'est parce que ce sont des entreprises qui s'en servent des industries du textile. De ce que nous fabriquons ici, oui. Oui, bien effectivement. Sûr. Donc, oui, la tendance est encore à la hausse. Donc, on s'attend à ce que ça continue. Donc, et surtout, il y a des mesures qui ont été prises au niveau fiscal et au niveau de la politique monétaire américaine qui encouragent la tendance à la hausse. Eh bien, merci William Savary, merci pour tous ces éclairages. Eh bien, on va continuer nos petites conversations sur différents sujets en espérant apporter des informations intéressantes à notre public. Bonsoir William, à bientôt, bon week-end. Et voilà, c'était William Savary, économiste et fondateur du Haiti Stock Exchange. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.